Écoutez, bonjour à tous. Nous sommes ici sur une visio de première approche de la surdité, la malentendance. Il ne s'agit pas de formation, mais bien d'un premier niveau d'information. Ceci au titre du dispositif Transition, qui est à l'origine à destination des structures d'insertion par l'activité économique, qu'on a souhaité élargir aux services publics de l'emploi, éducation nationale et établissements médico-sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes tous réunis sur cette même session d'information. Je tiens à remercier particulièrement le Pré de la Bataille qui nous accueille aujourd'hui et qui met à disposition son espace coworking que tous vous pouvez solliciter aussi pour aller y rencontrer des partenaires. Donc, si vous avez besoin d'infos là-dessus, n'hésitez pas, vous revenez vers moi, je vous dirai ce qu'il en est. Maintenant, je vais laisser la parole à Stéphanie et Muriel sur la sensibilisation à la surdité et vous demander à tous de bien vouloir couper vos micros. Il y a des temps qui vont être dédiés à des échanges. Vous pouvez me solliciter aussi par mail et je relayerai les informations. Mais pour le bon fonctionnement, je vous demande à tous de bien vouloir couper vos micros. Voilà, merci d'avance et bonne session d'information. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Stéphanie Lagréou, je travaille dans la surdité depuis une dizaine d'années en accompagnement de personnes déficientes auditives en insertion professionnelle plus particulièrement. Et je suis Muriel Marquez, je travaille avec des personnes sourdes dans le même domaine depuis plus de 20 ans. Donc, comme le disait Laurent, ce matin, nous allons vous présenter vous expliquer ce qu'est la déficience auditive. Donc, le programme de la matinée, le voici. Donc, on va d'abord aborder la surdité, qu'est-ce que c'est, quelles en sont les causes, quels en sont les divers degrés, quelques chiffres, les conséquences de la surdité sur la vie au quotidien et en emploi, les différents modes de communication, ensuite les aides techniques et nous aborderons ensuite des conseils un peu pratiques pour communiquer avec une personne qui souffre de déficience auditive. Donc, comme on l'a évoqué en se présentant, donc nos missions depuis entre 10 et 20 ans, c'est d'accompagner les personnes déficientes auditives, quel que soit leur niveau de déficience et quel que soit leur mode de communication, en insertion professionnelle, donc en recherche d'emploi, en entreprise, en formation professionnelle, donc en sensibilisant les environnements et en adaptant les environnements. Donc la surdité, quand on parle de surdité, on pense tout de suite à la perte de sens auditif, mais à la perte surtout en intensité. Alors que c'est une perte donc totale ou partielle de la capacité auditive, mais donc en termes quantitatifs, on perçoit moins de sons, mais c'est aussi, et ça on l'oublie souvent, une baisse qualitative, c'est-à-dire qu'on peut continuer de percevoir des sons, mais ils sont perçus déformés ou altérés, et une difficulté de compréhension et altère la communication. Et c'est voilà, le handicap est celui-là, c'est une difficulté à communiquer avec son environnement. Les causes de la surdité donc sont diverses. La première, celle qui nous touchera tous à plus ou moins grande échelle, c'est le vieillissement. Comme pour la vue, on souffre de perte de ce sens plus on vieillit, ça s'appelle la presbyacousie. Il y a aussi les traumatismes auditifs qui sont souvent à l'origine de surdité. Donc ça peut être de deux ordres principalement, soit une exposition brève à un bruit très intense, soit une exposition répétée au bruit, donc qu'on constate notamment, ce sont des maladies professionnelles souvent dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment.
donc à des bruits qui sont peut-être moins intenses, mais de manière répétée et continue pendant un grand nombre d'années. L'exposition brève, je m'attarde un petit peu là-dessus. Donc un concert à côté d'une enceinte ou un accident tel que l'accident d'AZF à Toulouse, ont pour conséquence, pour ceux qui y sont exposés, une perte d'audition et des difficultés auditives de divers ordres. Les maladies et infections peuvent avoir des répercussions sur la perte de la capacité auditive. Des méningites notamment sont fréquemment à l'origine de surdité, les otites à répétition. L'autospongiose, qui est une calcification en fait des osselets de l'oreille interne, particulièrement l'étrier, et donc qui fait que la capacité à entendre et donc à transmettre le son, surtout au nerf auditif, n'est plus bonne. Les tumeurs du nerf auditif, les malformations. Donc, autant de surdité que de personnes sourdes, en fait. Et certains médicaments, donc certains traitements qui ont des effets néfastes sur l'oreille, donc on appelle des médicaments ototoxiques et qui altèrent la capacité auditive. On vous présente ici l'échelle du bruit, puisqu'il est important de situer les différents bruits qui constituent notre environnement pour ensuite pouvoir comprendre quels sont les impacts de la perte auditive par rapport à une intensité. Donc là, cette échelle du bruit, donc vous voyez qu'une conversation normale est aux alentours de 50-60 décibels. On commence à percevoir à peu près... J'entends quelqu'un. Je pense qu'il faudrait couper les micros, s'il vous plaît. Donc, on commence à percevoir, en tant qu'humain, on commence à percevoir les sons à peu près à partir de 20 décibels, ce qui est à peu près le niveau d'un chuchotement. Et donc, les bruits commencent à être dangereux au-delà de 80 décibels quand on y est exposé de manière récurrente. Et sont plus que dangereux et provoquent directement une douleur à partir au-delà de 110 décibels. Donc, ce diagramme présente les différents niveaux de surdité. Donc, comme je viens de le dire, on commence à percevoir à peu près à 20 décibels. Donc, quand le seuil de perception se situe entre 0 et 20 décibels, on considère qu'on a une audition dite normale. La surdité légère, c'est quand on commence à entendre des sons on a perdu entre 20 et 40 décibels. Donc là, ça veut dire qu'on perd en fait la capacité à entendre certains sons de l'environnement, mais qui ne sont pas forcément... il n'y a pas de gêne particulière, voilà, à part qu'on perd certaines informations, mais qui ne sont pas primordiales. La surdité moyenne, le seuil auditif est entre 40 et 70 décibels. Là, on commence, vous vous rappelez que la conversation normale, c'est aux alentours de 60 décibels, donc on commence à avoir des difficultés pour suivre une communication normale, donc on commence à avoir des difficultés de communication avec son environnement au quotidien. Et là, il faut commencer à songer, à s'appareiller pour pouvoir avoir une vie confortable. Surdité sévère, le seuil est entre 70 et 90 décibels, ce qui veut dire que là, si vous vous référez à l'échelle du bruit qu'on a vu tout à l'heure, donc là, ça veut dire que seuls les sons intenses sont perçus. La voix, même si elle peut être perçue, quand on crie par exemple, parce que ce qu'on peut avoir tendance à faire, c'est augmenter le volume, elle est perçue, mais elle n'est pas comprise, donc elle est inintelligible. Si c'est une surdité qui est de prélinguale, c'est-à-dire qui intervient avant l'acquisition du langage, il peut y avoir des difficultés à parler, et même pour des personnes parfois qui deviennent sourdes, il peut y avoir des difficultés à contrôler sa voix, puisque le retour auditif est très altéré. C'est comme quand on n'a pas de retour, quand on parle dans un micro, par exemple. Et ensuite, la surdité profonde, le seuil auditif, donc là, c'est 90 décibels, donc tous les sons qui sont inférieurs à
90 décibels ne sont pas perçus. Donc là, l'acquisition de la parole, si c'est une surdité de naissance ou qui intervient très tôt, est quasi impossible sans prise en charge particulière et accompagnement. Il n'y a que des restes auditifs, alors des sons qui peuvent être quand même intéressants, puisque tous les sons d'alerte, c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir un intérêt à être appareillé, mais on vous expliquera ça plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, surdité profonde, que les sons perçus, que les sons supérieurs à 90 décibels qui sont perçus sans appareillage. Et la cophose, donc ça c'est très rare, donc aucun son perçu inférieur à 120 décibels. Donc là, c'est très très rare qu'on ait que sur toutes les fréquences, il y ait un seuil auditif qui soit à 120 décibels. Ce sont des situations très rares. Alors, pour arriver à déterminer le niveau de surdité, donc, on va rencontrer un professionnel, donc un ORL, qui vous fait passer un test auditif et dont le résultat est synthétisé sur un audiogramme. Donc, l'audiogramme se présente sous cette forme-là. Donc, vous avez sur la gauche les niveaux sonores en décibels. Sur la droite, je ne sais pas si on avait le pointeur, mais ce n'est pas grave. Sur la base, les fréquences sonores, donc sur cet audiogramme sont représentées les fréquences donc de 125 Hz à 8000 Hz, sachant que l'être humain perçoit à peu près de 20 Hz à 20 000 Hz, qu'il y a des sons qui sont inférieurs, donc qui s'appellent les infrasons, qui sont perçus par certaines espèces animales, et des sons qui sont supérieurs à 20 000 Hz, 8 000 et encore plus à 20 000, et qui sont perçus par d'autres espèces animales. Alors, les très hautes fréquences, c'est quoi? C'est la chauve-souris, le dauphin, voilà. Mais donc là, sont représentées, donc il n'y a même pas toute la palette de l'être humain, mais en fait sont représentées les fréquences qui sont utiles pour la communication et pour la vie quotidienne. Donc ensuite sont schématisées plusieurs choses, donc sont localisés des dessins qui vous placent les sons. Voilà. Vous voyez qu'une sirène, c'est à peu près à 1500 Hz et à 110 décibels. Les oiseaux, le vol des oiseaux, on est à 20 décibels et à peu près à 3000 Hz. Et ensuite apparaît une petite zone qui est un peu une forme de sourire ou de banane, qui est là où ce qu'on appelle le spectre vocal. En fait, tous les sons qui sont émis dans le cadre d'un échange vocal sont situés dans cette zone. Et ensuite sont représentés les phonèmes, en fait, voilà, par rapport, et on voit bien que selon les syllabes, selon les phonèmes, l'intensité et la fréquence est différente. Certains sons sont beaucoup plus graves que d'autres. Le M, par exemple, est beaucoup plus grave que le S. Vous voyez, le M est à peu près à 250 décibels et le S à 6000 Hz. Donc, un audiogramme qui représente une audition normale, voilà, il se situe comme ça, tout en haut du diagramme. On est voilà, entre 0 et 20 décibels. Donc tout ce qui est en dessous est perçu. Donc là, il n'y a rien qui n'est pas perçu quasiment. S'affiche ensuite un exemple de surdité moyenne. Donc là, on voit déjà que voilà, ça coupe le spectre de la parole. Donc, si tu veux bien appuyer. Voilà. Donc tout ce qui est au-dessus de cette ligne n'est pas perçu. Donc on voit déjà qu'avec une surdité moyenne, donc ce qu'on appelle dans le langage courant une personne malentendante et pour laquelle on a souvent du mal à envisager qu'elle est vraiment en difficulté, ben là, au quotidien, il y a déjà des difficultés dans la relation à l'autre, puisque le spectre vocal, voilà, on voit bien qu'il y a une grande partie qui n'est pas perçue. Donc, certains sons, certaines syllabes ne vont pas être perçues. Donc, il va y avoir beaucoup d'efforts
pour que la communication soit fluide. Ensuite, un exemple de surdité profonde. Donc, tout ce qui est au-dessus de cette courbe n'est pas perçu, en tout cas sans aide auditive. Donc là, on voit bien que la communication, voilà, sans aide auditive ou sans aide humaine à la communication, là, on est une incapacité à comprendre tous les échanges vocaux et voire même les sons de l'environnement. Là, seules les sirènes, dans cet exemple-là, seules les sirènes sont perçues, éventuellement le camion qui passe, mais voilà, la sonnerie du téléphone ne l'est pas. Voilà. Donc, aucune information sonore de l'environnement ne peut être perçue et analysée sans aide technique. Ce texte figure en fait la surdité telle qu'on vous l'a présentée, la surdité légère, modérée, sévère, profonde. En fait, une surdité légère, on voit, voilà, on fait un parallèle avec la lecture, on voit que certains éléments sont manquants, mais que comme on connaît le texte, il est assez facile de reconstituer. Donc la communication est un petit peu plus compliquée, mais au prix d'un effort assez moyen, on arrive à comprendre et donc du coup échanger. La surdité modérée, alors la surdité moyenne, là, si on s'y attarde un petit peu, comme on connaît la langue, comme on connaît la fable de la cigale et la fourmi, voilà, en faisant des efforts un peu plus intenses, on va pouvoir reconstituer le texte. C'est exactement la même chose pour une personne qui est en communication orale avec quelqu'un d'autre. Voilà, au prix d'efforts, elle va réussir à comprendre et à échanger. La surdité sévère, même en connaissant le texte et en faisant beaucoup d'efforts, en prenant du temps, ça devient extrêmement compliqué sans autres informations. Et la surdité profonde, là, on voit bien qu'il y a quelque chose d'écrit, au même titre qu'une personne sourde profonde va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont dites ou des sons qui sont produits, mais il est complètement impossible de comprendre la teneur de ce texte, au même titre qu'il est impossible pour une personne qui souffre de surdité profonde, comme ça, directement, de comprendre la teneur des propos qui sont dits. Elle va prendre le relais. Donc, je vais vous présenter quelques chiffres qui sont importants à connaître dans le domaine de la surdité. Il y a entre 6 et 7 millions de personnes en France qui souffrent de déficience auditive. La majeure partie de ces personnes sont des personnes devenues sourdes et des personnes âgées, puisqu'elles représentent 88%. Un chiffre qui, normalement, est constant, c'est une naissance sur 1000 est une naissance d'enfants sourds profonds. Et la majeure partie de ces sourds de naissance, donc 95%, naissent dans des familles qui n'ont pas d'antécédents de surdité. Ça a son importance puisque ce sont des familles où la langue des signes n'est pas présente et où la communication se fait en français. Donc plus de la moitié, les sourds profonds, représentent 250 000 personnes et il y a plus de la moitié de ces sourds profonds qui pratiquent la langue des signes française. Il y a d'autres modes de communication qui vont vous être présentés ensuite. On va parler un petit peu des acouphènes, puisque les acouphènes sont très présents chez les personnes déficientes auditives. Donc un acouphène, c'est un bruit qui est entendu dans le cerveau sans qu'il y ait de source sonore à l'extérieur. Mais ce n'est pas une hallucination auditive. Le son est vraiment perçu par le cerveau sous différentes formes selon les personnes. Pour certains, ça va être un sifflement, pour d'autres, un grésillement, pour d'autres, un bourdonnement. On pense qu'il y a une personne sur 10 qui souffre d'acouphènes en France. C'est quand même un chiffre très important. Les conséquences de ces acouphènes sont variables, puisque ça dépend de l'atteinte des personnes, c'est variable d'une personne à une autre. Pour certaines personnes qui ont des acouphènes de manière permanente, ça peut affecter leur qualité de vie.
puisque ça peut s'accompagner de nausées, de vertiges, de troubles du sommeil, de difficultés de concentration, évidemment, de douleurs pour certains, de stress, et ça peut aller, pour les personnes les plus atteintes, jusqu'à un état dépressif. Parce qu'il n'y a pas de répit. L'acouphène est toujours présent et affecte considérablement la qualité de vie. Forcément, beaucoup de fatigue. Et l'acouphène, il est important à prendre en compte pour toute personne, mais pour les personnes déficientes auditives, puisque l'acouphène va venir altérer encore plus la compréhension de la parole, puisqu'il va venir couvrir le signal utile et empêcher la personne déterminée d'arriver à comprendre la parole. L'exposition au bruit peut entraîner une augmentation des acouphènes. Alors maintenant, on va vous parler des conséquences de la surdité. Donc la conséquence principale, c'est ne pas comprendre la parole orale, puisqu'on ne perçoit pas, et on verra que quand on perçoit mal ou pas du tout, on va être obligé pour comprendre la parole orale de lire sur les lèvres, et que la lecture labiale est très difficile. On verra après. Donc c'est acquérir difficilement la parole pour les personnes qui sont nées sourdes ou qui ont en tout cas une surdité acquise qu'on appelle prélinguale, c'est-à-dire qui apparaît avant l'acquisition de la parole. C'est difficile d'acquérir la parole puisqu'elle n'est pas perçue. Et donc, de contrôler sa voix, puisqu'il n'y a pas de retour audio-phonatoire. Donc, alors déjà, pour parler, il faut pouvoir imiter. En fait, quand on est entendant, quand on est enfant, on arrive à parler parce qu'on imite les sons qu'on perçoit. Quand on est sourd, on ne les perçoit pas. Donc, l'apprentissage, il va passer par un travail orthophonique pour essayer de reproduire des sons qu'on ne perçoit pas ou qu'on perçoit mal. Et on va avoir des difficultés donc, à prononcer ces sons. Non pas que les personnes sourdes aient des problèmes aux cordes vocales ou l'appareil phonatoire, mais comme ils n'ont pas de retour audio-phonatoire, ça va être très difficile de contrôler sa voix. Alors, la parole, par contre, elle est aisée, c'est pas le mot, mais pour les personnes qui sont devenues sourdes, normalement, il n'y a pas trop de problème d'expression orale, parce qu'ils étaient entendants. Donc, toujours pour les surdités prélinguales, être sourd, c'est être en difficulté pour acquérir et maîtriser la langue française, puisque on ne la perçoit pas, et que quand on est entendant, on acquiert la langue parce qu'on l'entend parler autour de soi. Un enfant parle bien avant d'arriver à l'école et qu'on lui ait fait des cours de grammaire et de conjugaison et de lexique, juste parce qu'il a entendu parler autour de lui, qu'il a pu interagir avec les autres. Les enfants sourds n'ont pas cette possibilité. Et donc, ils vont devoir apprendre la langue de manière systématique par un enseignement et pas par imprégnation progressive comme le font les entendants. Donc, du coup, des difficultés de maîtrise de la langue, puisque ce n'est pas une langue acquise la plupart du temps de manière naturelle. On pense qu'il y a 80% d'illettrisme chez les sourds prélinguaux. En dehors des sourds LP6, donc des sourds qui communiquent en LPC, on verra après ce qu'est le LPC. On verra pourquoi ils n'ont pas de difficulté pour comprendre la langue française. Donc être sourd, c'est aussi méconnaître ou mal utiliser les conventions sociales. Pour la même raison, quand on est sourd depuis longtemps, quand on a une surdité prélinguale, on ne vit pas les situations, on ne connaît pas les codes sociaux puisqu'on ne les a pas. Les codes sociaux sont en général acquis par l'usage, pas par un enseignement systématique, mais par l'usage, parce qu'on vit soi-même des situations de communication ou qu'on entend parler les autres de situations de communication. On sait ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Ça ne va pas être le cas des enfants sourds. On met
je vais mettre de côté les sourds qui sont dans des familles de sourds dont la langue des signes est la langue maternelle, qui eux vont avoir cet enseignement par leurs parents, mais on a vu qu'ils étaient très peu nombreux. Les familles de sourds, c'était très très peu courant. Donc être sourd, c'est manquer d'informations en permanence. Quand on est sourd, on est toujours le dernier à savoir ce qui se dit au travail, partout, en permanence. Donc ça a son importance, qu'il va falloir penser à aller donner les informations aux personnes sourdes et à ne pas être étonné de voir qu'elles ne connaissent pas certaines choses, puisque la surdité fait qu'on est coupé de toutes les informations, un peu de moins en moins avec Internet et les réseaux, mais c'est encore le cas. C'est aussi avoir besoin évidemment de plus de concentration, puisqu'il va falloir essayer de lire sur les lèvres, essayer de comprendre ce qui se dit autour de soi. Donc forcément, ça crée de la fatigue, du stress, ça peut créer du stress, puisque quand on est sourd et on manque d'informations, donc on est souvent en train de se dire quelle est l'information que je n'ai pas perçue, que j'aurais dû percevoir, quel est le bruit inquiétant, de quoi j'aurais besoin, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que tout le monde sait autour de moi et que je ne sais pas. Donc on peut avoir ce sentiment d'insécurité. On a besoin d'être constamment vigilant pour tout, lors d'une réunion ou même à une pause café en entreprise, on fait toujours attention à son placement quand on est sourd. Pas choisir librement sa place, mais faire attention de pouvoir voir tous les visages pour essayer de lire sur les lèvres, ou d'être placé selon qu'on a une audition meilleure à une oreille ou une autre, d'être placé de telle manière pour pouvoir percevoir ce qui se dit. Essayer de voir le maximum d'éléments visuels, chercher des indices, essayer de déterminer d'où viennent les sons quand on les perçoit, essayer de déterminer le signal qui est utile parmi tout le brouhaha pour ceux qui fonctionnent avec l'audition, qui ont des restes auditifs. Quel est le signal utile parmi tous les sons que j'entends? Et puis, quand c'est une atteinte de l'oreille interne, une des conséquences, ça peut être des vertiges et des pertes d'équilibre. Est-ce qu'on fait une petite pause? On a prévu une petite pause s'il y a des questions. Laurent? Ah, c'est Koufel. Bonjour, c'est Agnès Galland, éducatrice au CESAD. Vous m'entendez bien? Oui, on m'entend bien. Oui. Très bien. Deux choses, je m'excuse, je vais devoir justement partir ce matin pour faire l'interprétariat, on va dire, pour une jeune fille sourde qui va rencontrer avec sa mère une orthodontiste pour lui expliquer une future opération. Donc, je vais devoir, dans 10 minutes, malheureusement, vous quitter. Déjà, je m'en excuse d'une part. D'autre part, je voulais simplement revenir sur le chiffre de l'illettrisme chez les sourds prélinguaux en France. Je voulais savoir si vous aviez d'autres données sur d'autres pays, en fait. Est-ce que c'est un peu le même type de chiffre ou est-ce qu'il y a plus ou moins d'autres Non. C'est déjà très compliqué d'avoir des chiffres, des chiffres au niveau. Oui, bien sûr. Par contre, c'est vrai que, par logique, quand on voit l'intégration des sourds, par exemple aux États-Unis, on se dit que ce pourcentage doit être bien moins élevé aux États-Unis, puisqu'il y a une université spécifique pour les sourds, donc un accès à l'enseignement supérieur, ce qui est beaucoup plus rare, beaucoup plus difficile en France. Donc je pense qu'on n'est pas forcément dans les meilleurs. Dans les pays, par exemple, où le système éducatif est plus adapté aux élèves sourds, il y a certainement où on est moins centré sur l'oralisme, parce que le système éducatif français est quand même très centré sur l'oralisme. Donc pendant qu'on essaie de faire parler les sourds dans les écoles, toutes les séances d'orthophonie, et qu'on essaie de leur enseigner le français, on ne fait pas autre chose. Donc pas de chiffres, voilà.
mais a priori, par rapport aux différences de prise en charge et puis aux différences d'avancée des systèmes éducatifs dans d'autres pays, je pense qu'on n'est pas forcément dans le peloton Non. en tête. D'accord. Merci beaucoup. De rien. J'invite Anthony de l'ADAPT à prendre la parole si son équipement le permet. Il avait une question sur les acouphènes. Oui. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc, je voulais savoir justement concernant les acouphènes, si c'est arrivé essentiellement à l'âge adulte ou si justement les enfants pouvaient être aussi touchés par ce phénomène. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Est-ce que les enfants peuvent aussi avoir des acouphènes, c'est ça? Ouais, je pense. Je pense que oui. Par contre, c'est vrai qu'on a en tout cas, on n'a pas d'infos statistiques sur le sujet. Pas d'infos statistiques sur le sujet, mais je pense que oui, pas de raison qu'ils ne puissent pas en avoir. Mais pas d'infos. Et puis même de manière retour d'expérience par rapport à notre expérience dans le monde de la surdité, on travaille beaucoup plus nous avec des adultes. Donc pas de chiffres là-dessus, mais je pense que de par la nature même de l'acouphène, oui, c'est possible. Ok, merci. Pour ma part, c'était tout. Ok. Bon. Donc, on va continuer alors. De toute façon, il sera toujours temps d'échanger après. C'est clair. On y va. Donc, on va aborder les modes de communication. Donc, la première communication à laquelle on pense quand le mot surdité apparaît, c'est la communication gestuelle, la langue des signes française. Donc, on va vous la présenter brièvement, sachant que nous, nos chevals de bataille, quand même, c'est de dire que surdité n'est pas forcément égal à langue des signes, puisque, comme on l'a vu, une petite partie des personnes qui souffrent de déficience auditive l'utilisent pour communiquer, qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent sourds, qui n'ont jamais utilisé la langue des signes française et qui n'auront pas l'occasion de l'apprendre ou d'utiliser. Donc voilà, mais on va quand même la présenter. Il y a ensuite la communication française qui est là, effectivement, celle qui est la plus utilisée. Donc, soit en s'appuyant uniquement sur la lecture labiale, seule, soit en utilisant la lecture labiale avec en complément la langue française parlée complétée, ou ce qu'on appelle aussi le code LPC. Donc, la langue des signes française. Donc, comme son nom l'indique, elle est française. C'est-à-dire que chaque pays a sa langue des signes. C'est un marqueur culturel fort pour la communauté sourde. C'est un pilier de cette communauté. Elle est composée de cinq paramètres, donc, qui sont la configuration de la main, l'orientation, le mouvement, l'emplacement et, très important, les expressions du visage. Qui est souvent le paramètre le plus compliqué à mettre en œuvre pour les entendants que nous sommes. Donc, une vraie langue avec une vraie grammaire, une syntaxe. Et puis, comme je l'évoquais, elle est effectivement propre à chaque pays et c'est très, très culturel aussi. Donc, les mimiques, un des paramètres qui est très important et qui est très compliqué, il donne tout un tas d'indications sur ce qui est dit. Donc, on utilise des mouvements, l'intensité du regard, le gonflement des joues, des sourcils. Ça donne des indications sur la rapidité, le nombre, l'intensité, les émotions. Et sans ces mimiques, un geste pris comme ça seul n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'un même geste peut avoir plusieurs sens en fonction des mimiques et des mimiques qui y sont rattachées. Pour étayer ce propos, je ne sais pas si vous vous rappelez du clip de Florent Pagny, Savoir aimer, où il signait toute la chanson, toutes les paroles, tout le texte de sa chanson, sans aucune émotion.
voilà, c'était peut-être très joli visuellement, chorégraphiquement, mais en termes de langue des signes, c'était complètement à côté de la plaque, puisque surtout quand on parle d'amour et de savoir aimer, là, pour le coup, il faut en mettre de l'émotion pour arriver à faire des sens. Donc là, on vous donne quelques exemples de signes. Et là, on voit que donc, certains sont très iconiques, c'est-à-dire qu'on les comprend très facilement. Donc, le premier, c'est conduire, voilà, peut être voiture en fonction du geste, enfin, voilà, du mouvement qu'on y joint. Ensuite, professeur. Donc là, pour le coup, c'est plus compliqué de savoir d'où ça vient. Hein. Donc, si voilà, on s'éloigne du mime, parce que parfois, les gens se disent « Oh là là, je vais aller faire une semaine de cours de langue des signes et hop, je vais pouvoir communiquer. » Alors, certes, ça va pouvoir vous permettre de comprendre comment rentrer en communication et puis comment utiliser la communication non verbale. Mais la langue des signes en tant que telle, non. C'est une vraie langue, donc elle prend du temps. Elle prend du temps pour son apprentissage. Donc, voilà, tout n'est pas forcément très iconique et très logique. Professeur, c'est compliqué à comprendre. Ensuite, quelque chose qui est un peu plus facile, si on a du contexte, par exemple, maison, puisque c'est le toit de la maison, et pour étayer le fait que c'est culturel et que chaque pays a sa propre langue des signes, donc nos maisons sont comme ça, les maisons en Asie sont comme ça, voilà, par exemple. Ensuite, blanc. Donc là, quand on connaît l'étymologie du mot, on peut le comprendre facilement, puisqu'a priori, ça se rattacherait aux fraises blanches de la Renaissance, voilà, qui étaient blanc, la couleur blanche. Et ensuite, rencontrer. Ça aussi, quand on connaît un petit peu le mode d'organisation de la langue, enfin, voilà, c'est que un personnage, un individu est souvent représenté par un index, en tout cas quand on le met en situation. Et donc là, rencontrer, du coup, devient assez logique dès qu'on a un petit peu quelques bases de langue des signes. Autre élément de la langue des signes, mais qui, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, 80% d'illettrisme chez les sourds prélinguaux, qui a ses limites, mais qui peut être utile pour épeler les noms propres, les noms de pays ou les mots qui n'existent pas encore en langue des signes. C'est l'alphabet manuel, qu'on appelle la dactylologie. Voilà. Donc, chaque lettre, en fait, est représentée par une position des doigts et de la main, et qui permet d'épeler des noms propres, et qui permet aussi à une personne qui intègre la communauté sourde d'abord de se présenter et de donner son prénom, voilà, son vrai prénom, d'épeler son prénom. Donc, moi, j'appellerai Stéphanie. Et après, comme moi j'évolue, on évolue dans la communauté sourde, on a forcément un prénom qui nous a été attribué et qui n'a rien à voir avec notre prénom vocal, et qui est un geste en fait qui nous caractérise. La communication en français, je vais laisser la parole à Muriel puisque c'est une codeuse LPC, donc une grande spécialiste. On va d'abord passer par la lecture labiale. Donc, les personnes sourdes ne communiquent pas toutes en LSF, on vient de le voir. La majeure partie même communique en français. Déjà, tous les devenus sourds communiquent en français. Et puis, comme il y a 95% des enfants sourds qui naissent dans des familles entendantes, ces familles choisissent souvent d'adopter une communication en langue française avec leur enfant. Et cette communication, elle peut se faire donc soit en lecture labiale seule, pour la personne sourde qui reçoit du français, elle va devoir lire sur les lèvres, ou elle peut être aidée par une technique d'aide de complément qui est la langue française parlée complétée. On vous la présentera après. D'abord, vous parlez de la lecture labiale. Quand elle est utilisée seule, elle est très compliquée parce qu'elle est lacunaire.
Donc, une personne qui lit sur les lèvres, ça veut dire qu'elle va essayer de comprendre quel mot a été prononcé en regardant le mouvement des lèvres de son interlocuteur. Mais on ne peut pas tout lire sur les lèvres. En réalité, on ne lit que 30% de façon certaine sur les lèvres. Pourquoi la lecture labiale elle est lacunaire? Pourquoi elle donne des informations incomplètes? Parce qu'il y a deux grandes raisons à ça. Il y a d'une part les sosies labiaux, c'est-à-dire des sons qui sont différents à l'oreille, mais identiques sur les lèvres. Par exemple, be, peu, me, ces trois sons différents et c'est une même image labiale. Feu, veut, alors ils ne sont pas tous représentés, il en reste d'autres. Feu, veut, si je dis fou, vous, c'est pareil, sur les lèvres. Te, de, ne, identique, etc., etc., dans les voyelles. O, on et u, ou, voire même les quatre sont très, très proches. Donc, du coup, il va y avoir des mots entiers. Quand on lit que sur les lèvres, il va y avoir des syllabes qui sont identiques, puis des mots qui peuvent être identiques complètement, qui ont la même image labiale, et voire des phrases. Par exemple, si je vous dis « bois ta mentalo » ou « mets ton pantalon », ce qui est quand même pas la même chose, à l'oreille en tout cas c'est assez différent, sur les lèvres ça va être identique. En dehors de tout contexte, la personne sourde ne pourra pas déterminer quelle phrase a été prononcée. L'autre grand problème de la lecture labiale, c'est qu'il y a des sons qui sont invisibles sur les lèvres. C'est le cas de que, ge et re. Alors, je ne vous parle pas comme à des bébés, mais c'est pour ne pas mettre de voyelles derrière. Enfin, je suis un peu obligé. Et donc, il va y avoir des sons, des mots entiers qui n'ont pas d'image labiale, ou très peu. Alors, c'est le cas des petits mots, comme qui, par exemple, que quand il est dit dans le flot d'une phrase, c'est pas visible du tout. Et qui, on va seulement voir le i, mais il va falloir encore aller le différencier de et avec lequel il est sosie labial. Donc, vous pouvez très bien commencer à parler à une personne sourde. En général, qui, c'est un point d'interrogatif qui vient en début de phrase. Ou si on lui demande une précision sur quelque chose et on lui dit qui, et la personne voit seulement un i, voire même ne s'aperçoit même pas que vous avez commencé à parler. Ça ne marche pas. Non, j'avais un petit souci technique. Donc, cette lecture labiale, comme elle permet de présenter qu'un tiers des informations oralement, mais qui ne sont pas, ce tiers n'est pas un résumé cohérent de ce qui est dit oralement. Et là arrive l'anecdote. L'anecdote, ma petite anecdote. Donc, pour illustrer ça, qui est au début où je faisais des présentations à la surdité, des sensibilisations à la surdité. Donc, j'étais intervenu dans un établissement scolaire où l'équipe pédagogique allait accueillir un élève sourd. Donc, je faisais une présentation à la surdité et j'expliquais qu'on ne pouvait lire de façon certaine que 30% de ce qui était dit. Et un des profs présents me dit 30% c'est super, parce qu'en fait, moi, mes élèves entendants, ils ne sortent pas de mon cours en ayant compris 30% de ce que j'ai raconté. Donc, depuis, je pense toujours à préciser que ce tiers n'est pas un résumé cohérent de ce qui est dit oralement. Si on avait coupé le son depuis 48 minutes qu'on a commencé, et que vous n'aviez perçu qu'une seule syllabe sur 3, vous n'auriez rien compris à ce qu'on vous a raconté. J'ose espérer que là, ce n'est pas le cas. Donc, certains adultes sourds arrivent à comprendre plus de 30%, arrivent à augmenter ce taux de compréhension parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle un exercice de suppléance mentale, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'écarter les sosies labiaux, reconstituer les éléments manquants en analysant le contexte, c'est-à-dire qu'à partir de quelques syllabes qu'ils vont lire sur les lèvres, ils vont essayer d'imaginer tous les mots qui contiennent ces syllabes et dont le sens correspond au contexte. Par exemple, bois ta mentalo, pardon, et mets ton pantalon. Si on est à une terrasse d'un café, il est plus probable que la phrase prononcée ait été
bois ta mentalo et pas mets ton pantalon. C'est comme ça que les sourds vont procéder. Donc un exemple de suppléance mentale. Je laisse un peu lire, mais en fait, quand on connaît bien la langue, et là ça demande de bien connaître la langue, c'est pas faisable pour tous les sourds, on arrive à reconstituer le texte et on connaît le sujet. On se doute quand on parle de lecture labiale. Donc on arrive à lire. Mais c'est fatigant quand même. Sur quelques secondes, ça va. Ouais. Toute la journée, c'est beaucoup plus dur. Ouais, puis comme tu disais, si on connaît la langue, hein, parce qu'effectivement, ce serait dans une langue étrangère qu'on maîtrise très peu, l'exercice, même en mettant beaucoup plus d'efforts, serait quasi impossible. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, les sourds prélinguaux maîtrisent très très mal le français. Donc, c'est aussi pour ça que la lecture labiale est souvent très compliquée. On va dire, mais il va lire sur les lèvres. Non, a priori, ça va être compliqué puisque la langue est peu maîtrisée. Quoi. On peut reconnaître que ce qu'on connaît déjà, un même texte dans une langue étrangère, là, on ne pourrait pas reconstituer ce qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est ce que je l'ai déjà dit. Donc, du coup, pour pallier cette difficulté de lecture labiale, il y a un physicien américain qui a créé une technique d'aide à la lecture labiale aux États-Unis. Alors, pour revenir à la question qui nous a été posée tout à l'heure, comment ça se passe dans les autres pays, quand même, ce physicien américain, il a créé le LPC, le code LPC, qui s'appelait le Cute Speech aux États-Unis, parce qu'il était vice-président de l'université de sourds des États-Unis, l'université Gallaudet, et il s'est aperçu que la majorité des élèves sourds, donc étudiants, avaient un niveau de lecture proche d'un enfant de 8 ans. Et donc, il s'est dit comment faire. En fait, il a compris qu'il ne maîtrisait pas la langue, donc là, en l'occurrence, c'était l'anglais, parce qu'il ne la percevait pas sur les lèvres. Donc, il a créé un code qui permettrait de rendre la lecture labiale, de rendre la langue totalement visible sur les lèvres. Donc, qui a été créé en 67 et adapté au français 10 ans après. Donc, qu'est-ce que c'est? Le LPC, c'est une technique qui va venir compléter les infos que ne donne pas la lecture labiale. C'est-à-dire que par un geste de la main, qui va être effectué en parfaite synchronisation avec la parole, on va donner une info qui complète la lecture labiale. La configuration des doigts va donner l'info sur la consonne et la position de la main va donner l'info sur la voyelle. Donc ça va apporter toutes les informations qui manquent, on va pouvoir écarter les sosis labiaux avec cette technique-là et reconstituer les éléments qui sont invisibles. Avec cette technique, la parole est entièrement visualisée, c'est-à-dire que les enfants à qui on code, depuis la plus tendre enfance, vont percevoir le français de la même manière, vont le percevoir par la vue, de la même manière que les enfants entendants l'aperçoivent par l'oreille, et du coup, ce qui explique leur maîtrise du français. Une personne qui a été ce qu'on appelle biberonnée au LPC, c'est-à-dire dont les parents ont codé depuis la plus tendre enfance, ont un niveau de français qui est quasi identique à celui des personnes entendantes. Donc, les positions de la main pour coder les voyelles. Selon où on va mettre sa main, on va faire le son 1, E à la pommette, O, pardon, pas O parce qu'il est ici, O, E, A sur le côté, I, on, en, ou, et, A, et U, et puis le 1 que je n'arrive pas à prononcer, le 1, UN, à la gorge. Et puis la configuration des doigts pour coder les consonnes. Donc l'index juste comme ça, on peut faire peu, de ou je. Et donc là, je vais prendre un petit peu la parole pour que Muriel puisse vous faire une toute petite démonstration. Donc, grâce au code LPC, donc, quand Muriel va coder. En fait, quand Muriel va coder pour une personne sourde, elle répète tout ce que dit l'intervenant. Et donc, la personne sourde lit sur ses lèvres et en même temps, elle décode les mouvements de sa main.
Et du coup, tout ce que l'intervenant dit est visible. Et voilà, et la communication, enfin, la compréhension est possible. C'est assez impressionnant, hein, déjà quand c'est fait, et aussi se dire la capacité à décoder des mouvements aussi rapides. Et voilà, c'est une technique qui fonctionne, qui n'est pas une langue, qui est juste une... voilà, on rend les sons visibles, une visualisation du français. Voilà, je te relève. Voilà. Donc j'ai codé avec une bague, je ne m'attendais pas à coder. Ouais. Donc normalement, on ne code jamais avec une bague parce que du coup, pour la personne sourde, il va y avoir un truc qui va passer à toute vitesse, puisqu'on peut, comme on vient de le faire, coder à la vitesse de la parole. Donc, voilà, je reprends la parole. Nous avons vu... enfin, non, peut-être qu'on fait une petite... Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, sur les modes de communication? J'ai pas de message du tout sur le chat. Donc, si quelqu'un a des questions et souhaite prendre la parole. Bon, bah donc on y va alors. Ok. Donc, quand la capacité auditive est altérée, on a vu qu'il était, pour pouvoir permettre une communication de qualité, il était souvent conseillé et indispensable de recourir à des aides techniques à la communication. Donc, les plus connues et les plus, voilà, celles auxquelles on pense en premier sont les prothèses auditives. Donc, il en existe de deux types. Les contours d'oreille qui sont adaptés à tous les niveaux de surdité, mais qui ne font pas des miracles, hein, et les intra-auriculaires qui ne sont adaptés qu'aux surdités légères à moyennes. Alors, il est important de signaler qu'une personne appareillée ne va pas recouvrer la capacité auditive comme si de rien n'était. On ne répare pas. C'est pas comme avec les lunettes où on peut quasiment retrouver 10 sur 10 à chaque œil. Là, des sons vont forcément rester déformés, à part si la surdité est vraiment extrêmement légère, là où on peut arriver à retrouver quasiment un niveau, ça reste rare. Donc, l'appareil auditif va permettre de faire en sorte que le seuil auditif soit plus sensible, c'est-à-dire qu'on va passer par exemple sur une fréquence où on va être peut-être à 35 pour pouvoir percevoir cette fréquence, on va passer à 20, ce qui fait que là on va passer quasiment à un niveau normal, mais comme sur une autre fréquence, vous avez vu que les courbes sur l'audiogramme, c'était jamais quelque chose d'horizontal et de linéaire. Selon les fréquences, on perd plus ou moins. On va arriver grâce à ces appareils à remonter le seuil de perception, mais il y aura toujours et des manques et des choses qui sont perçues de manière altérée, donc toujours des difficultés. Avant de passer à l'implant, j'aurais pas dû. C'est pas grave, reste là-dessus. Les appareils auditifs aujourd'hui sont quand même très très performants. La technologie fait que aujourd'hui, il y a des réglages qui sont possibles et qui permettent de manière automatique ou pour des appareils moins performants, moins haut de gamme, par le biais d'un commutateur, de s'adapter à l'environnement ambiant, ce qui fait des réglages qui vont être... toujours l'objectif, c'est de favoriser le signal utile pour permettre la compréhension. Mais voilà, donc des appareils qui vont s'adapter en étant dans un milieu, dans un restaurant bruyant, ça va se mettre en mode environnement bruyant pour favoriser la communication avec la personne qui est en face. Et aussi aujourd'hui des appareils qui sont connectés et qui peuvent être reliés en Bluetooth à d'autres appareils comme des téléphones portables, des ordinateurs ou la télé, et qui favorisent grandement le confort et qui permettent, qui sont du coup des effets beaucoup plus bons et beaucoup plus importants en matière de confort de communication.
Un autre dispositif technique d'aide à la communication qui est de plus en plus répandu, mais qui est beaucoup plus invasif et qui est proposé de manière quasi systématique aux enfants qui sont détectés, puisqu'il y a un dépistage précoce de la surdité qui est proposé de manière systématique, toujours accepté par les parents, notamment chez les parents sourds. Qui peut être refusé. Mais voilà, donc le corps médical propose de manière systématique l'implant cochléaire. Donc c'est un dispositif qui nécessite une chirurgie. Donc on voit souvent, on remarque comment on reconnaît les personnes qui ont ce dispositif, c'est qu'ils ont un appareil auditif, mais souvent avec un aimant, qui est sur le crâne. Donc cette antenne. Donc, il y a un contour d'oreille à l'externe, un récepteur sur la partie interne qui a été placé sous la peau. Donc, les sons sont perçus, sont envoyés et ensuite transmis par donc il y a des électrodes en fait qui sont placées dans la cochlée et qui vont remplacer les cellules ciliées pour la captation et l'analyse des sons, et ensuite les sons vont être envoyés vers le cerveau via le nerf auditif. Alors, ce dispositif, il est controversé. Il a des résultats miraculeux parfois, désastreux parfois, selon les situations. On a eu des exemples et des retours d'expérience qui sont dans les deux extrêmes. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que s'il y a des restes auditifs, à partir du moment où le choix est fait de ce dispositif, de l'implantation de ce dispositif, il n'y a plus de reste auditif. Voilà, le choix est ce qui passera par l'implant cochléaire si ça fonctionne. Et puis, ça nécessite ensuite, au-delà du fait que c'est quand même très invasif, ça nécessite aussi ensuite un apprentissage pour que le cerveau réussisse à comprendre et à interpréter les sons, puisque là, ce n'est pas la manière normale et naturelle. Mais ça peut avoir de très très bons résultats. Marielle, si tu veux ajouter quelque chose. Non, par rapport à ce qu'on disait, tout ce que tu disais tout à l'heure sur les prothèses, ça reste une prothèse. On parle de super prothèse pour certains, mais ça reste une prothèse. La personne est toujours sourde, même implantée. Ne serait-ce que parce que quand l'implant n'a plus de pile, quand il y a une panne, comme disait Stéphanie, et que donc les restes auditifs ont été supprimés, si l'implant ne marche pas, là c'est cophose, quoi. On est au moins surdité profonde. De toute façon, c'est une surdité profonde. Pour l'instant, on n'implante que les sourds profonds, on commence à implanter les sourds sévères. Mais par contre, c'est vrai que de plus en plus de jeunes qui naissent avec une surdité profonde sont implantés. Oui, parce qu'il y a une vision médicale. La prise en charge, elle est forcément médicale, en France en tout cas, et donc c'est systématiquement proposé. Et du coup, aussi, on le voit aussi sur les modes de communication, c'est que les sourds implantés sont forcément pas s'orienter ni leur famille, puisque encore une fois, c'est souvent dans des familles d'entendants, pas s'orienter vers la langue des signes, mais plutôt en complément vers le français et LPC. Voilà. Donc, d'où le faible nombre de locuteurs de la langue des signes. J'invite Laetitia à prendre la parole et ensuite Alexandra, puisqu'il y a des questions sur les implants cochléaires. Bonjour, j'avais juste une question, savoir si on doit le mettre sur les deux oreilles, donc cet implant cochléaire, il doit être fait des deux côtés. Si on peut être implanté, oui, de plus en plus d'ailleurs. Il y a encore 10 ans, on implantait seulement les sourds profonds, seulement une oreille, l'oreille la plus atteinte, déjà parce que le gain va être forcément plus intéressant, et en plus parce que comme en implantant, on détruisait les restes auditifs, les cellules ciliées, du coup, on implantait que l'oreille la plus atteinte et la plus sourde. Et de plus en plus, on commence à implanter, se pratique l'implantation des deux oreilles.
Implantation cochléaire des 2 oreilles. Ok, merci. Bonjour. Oui, bonjour, Alexandra? merci Laurent. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez un retour à peu près, des statistiques, parce que vous dites que c'est pas forcément une réussite pour chaque opération, et s'il y a un recul sur le ratio entre personnes qui ont eu l'implant, savoir si c'est si il y a plus de chances que ça soit une réussite ou pas. Et dans un une deuxième question, il faut à peu près combien de temps pour que la personne puisse s'habituer à cet implant? J'imagine que c'est variable selon l'individu et peut-être à l'âge où la personne est implantée, mais est-ce que vous avez donc des chiffres, un recul sur tout ça? Pas de chiffres, mais la rééducation est forcément un peu longue et effectivement, comme vous disiez, ça dépend de l'âge d'implantation. Quelqu'un qui va être implanté à l'âge adulte, ça va être assez long pour arriver à… S'il est sourd depuis longtemps, Oui. ça va être assez long pour arriver à reconnaître des sons, enfin à connaître même pour certains, parce qu'ils les entendent pour la première fois. Mais et du coup, avec des impacts psychologiques importants aussi, parce que après, on n'est pas dans la statistique, mais dans les retours d'expérience qu'on a pu avoir au cours de nos accompagnements, c'est que certaines personnes, j'en pense à 2 notamment, qui ont été implantées tardivement, où on leur a vendu comme la solution miracle, et la solution miracle n'est pas finalement, cette solution n'a pas été miracle. Et puis, ça a pris du temps avant même qu'il y ait une légère amélioration. Donc, psychologiquement, un parcours assez difficile. Et puis, après, toujours pas de statistiques, mais par rapport toujours aux accompagnements qu'on a pu faire, des enfants qui ont été implantés et qui, quand ils arrivent à passer le cap de l'adolescence et à avoir envie de se rattacher, à se retrouver dans une communauté avec un rejet de l'implant et puis un abandon, alors pas forcément jusqu'à se faire désimplanter, mais juste tout simplement à ne pas à pas le brancher, quoi. Et à se mettre à la langue des signes. Enfin voilà, c'est très fréquent. C'est fréquent, ça. C'est fréquent. Voilà. Merci. Parce qu'il y a, après on rentrerait dans des considérations pas politiques, mais il y a des idéologiques en tout cas. Ouais, idéologiques, c'est sûr. C'est vraiment extrêmement controversé, puisque tout à l'heure quand j'évoquais le dépistage précoce, la plupart des gens, vous et moi, en entendant, on va laisser notre nouveau-né être dépisté au même titre qu'on va le dépister pour d'autres choses, parce qu'on perçoit la surdité comme une déficience, comme quelque chose qu'on pourrait prendre en charge, alors que les parents sourds, les parents sourds qui vivent bien cet état, qui sont avec cette culture sourde forte et puis cette notion d'appartenance à une communauté, voient ça la surdité comme une particularité et pas forcément comme une déficience ou un handicap. Et du coup, ces parents-là refusent souvent le dépistage précoce. Parce qu'ils savent très bien qu'une fois que si jamais le dépistage est positif, on va forcément y avoir une pression du monde médical pour qu'il y ait une prise en charge médicale de cette surdité, alors que avec un enfant qui est sourd dans une famille sourde, quelque part, il n'a pas forcément, comme on l'a évoqué au début, toutes les difficultés il ne fait pas face à toutes les difficultés que pourra connaître un enfant sourd dans une famille d'entendants qui n'a jamais eu d'expérience et qui va découvrir toutes les difficultés liées à la surdité, puisque là, il va être dans une famille qui a l'habitude d'aller chercher l'info, qui a un mode de communication, donc voilà, là on rentre dans un débat très controversé. Oui, des fois les implantés se retrouvent des fois. C'est mon expression, j'en trouve pas d'autre, le cul entre 2 chaises, quoi. Et entre 2 mondes, quoi. Ni vraiment entendants, puisque les entendants ne les considèrent pas comme des entendants, et juste titre, puisque ça reste des personnes sourdes,
ni vraiment sourds pour les sourds, puisqu'ils oralisent, puisqu'ils ont cet implant. Voilà. Mais ça, on pourrait en parler des heures. J'invite Fanny du SAVS à poser sa question concernant les implants. Une question? Ah, apparemment, ça ne veut pas fonctionner. Non. Ah, est-ce que l'implant peut être retiré si la personne change d'avis, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah, oui, mais il y a des personnes qui se font désimplanter, mais enfin, ça nécessite une chirurgie encore, voilà, encore très invasive. En plus, pour le coup, les restes auditifs ont été détruits, donc ils ont été détruits, donc il n'y a pas de retour en arrière possible. Et puis, la chirurgie, elle est quand même, c'est une chirurgie très précise. On atteint, enfin, je veux dire, on est dans l'oreille interne, on va se relier au cerveau. Il y a parfois aussi des effets secondaires. Enfin, je veux dire, on a connu aussi, là, c'est aussi par expérience, hein, des personnes implantées qui avaient des pathologies, enfin, le nerf d'Arnold qui avait été touché. Enfin, voilà, on touche à des endroits qui sont très sensibles. Donc, repasser par une chirurgie, surtout pour se débarrasser effectivement d'un appareil qui est implanté, mais où il n'y aura pas de retour et de récupération de quoi que ce soit, mais ça arrive. Voilà. Mais en fait, sinon, quand il y a refus, c'est plutôt j'arrête de le brancher, de tout le mettre en simplement. route. Oui, c'est plus fréquent. Ok, merci. Okay. Alors, dans les aides beaucoup moins invasives, pour le coup, là, puisqu'on est complètement dans l'externe, la boucle à induction magnétique, donc là, qui s'adresse uniquement aux sourds porteurs d'aide auditive, d'appareils auditifs. Donc ça, c'est une technique, un appareil, une technique qui équipe bon nombre d'endroits recevant du public, donc les cinémas, les administrations, les gares, voilà. Donc un câble de cuivre, un fil de cuivre entoure la zone dans laquelle se trouve la personne appareillée. Le locuteur parle dans un micro. Alors là, vous avez une configuration d'une salle de conférence, hein, mais ça peut être aussi un guichet. Parle dans un micro et les ondes sont diffusées et captées par les prothèses auditives. Alors pour ça, soit à l'ancienne, donc l'appareil auditif porte à la position T, donc il y a une petite manipulation à faire sur l'appareil, soit avec des appareils performants haut de gamme aujourd'hui, on passe directement en fonction de T. Et là, du coup, la voix de l'interlocuteur ou la bande sonore du film, au cinéma par exemple, est transmise directement, arrive directement dans les aides auditives de la personne appareillée. Donc en se coupant déjà du coup des sons environnants, donc des sons parasites. Et puis si le double appareillage en stéréo, donc du coup en facilitant la compréhension. Donc on reconnaît les lieux équipés grâce à la petite oreille barrée avec un petit T. Et il y a un petit T qui est sur ce pictogramme. Voilà. Donc, voilà, mais c'est uniquement pour les personnes qui sont équipées d'aide auditive. Donc, l'évolution des technologies de la communication font que la communication à distance est possible pour les personnes déficientes auditives. Alors, ça avait déjà commencé avec le Minitel, qui a été la première révolution pour les personnes sourdes, hein, la première fois qu'ils ont pu communiquer à distance. C'est un outil qui se sont appropriés très rapidement. Donc aujourd'hui, il existe des centres relais téléphoniques qui ne sont pas réservés uniquement aux personnes sourdes, mais aussi aux personnes qui sont en difficulté de communication, donc les personnes aphasiques suite à un AVC ou voilà, sont aussi concernées par le centre relais téléphonique. Donc là, c'est schématisé le circuit de communication. Donc vous avez la personne en difficulté de communication qui contacte un centre
dans lequel officie une personne spécialisée en communication, donc soit par webcam, soit par messagerie instantanée, soit par téléphone. Et là, donc, en fonction de la difficulté à laquelle doit faire face la personne en termes de communication, officie soit un interprète en langue des signes, soit un codeur PC, soit quelqu'un qui retranscrit de manière simultanée la conversation ou qui utilise un mode de communication adapté aux personnes aphasiques. Tout ça pour mettre la personne en difficulté de communication en relation avec un interlocuteur à distance. Donc, aujourd'hui, les centres relais téléphoniques sont de plus en plus accessibles. Beaucoup de services privés proposent ce type de service et il y a un accès gratuit. Alors, là, je ne connais pas par cœur, mais une heure par mois. Par mois pour l'instant, qui va passer à 3 heures en 2021, puis à 5 heures de gratuité. Voilà. Ce qui permet, voilà, il y avait déjà Internet et la messagerie instantanée, bon, encore faut-il maîtriser l'écrit, mais ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie pour les personnes qui n'étaient pas en mesure jusque-là de téléphoner pour organiser leur vie, pour prendre un rendez-vous. Donc ça, c'est une belle avancée. Dernière avancée technologique qu'on utilise tous, même sans avoir de difficultés particulières, c'est la reconnaissance vocale, qui fait beaucoup de progrès aussi, puisque voilà, aujourd'hui, les logiciels sont de plus en plus précis, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, et qui retranscrivent donc la parole, les échanges vocaux. Alors là, on a encore cette limite qu'on évoquait tout à l'heure, il faut qu'on soit avec une personne qui maîtrise l'écrit, qui maîtrise la langue. Mais donc, on peut le faire tout simplement avec la reconnaissance de notre téléphone portable. Et après, pour des situations de communication qui ne sont pas bilatérales, mais avec plusieurs intervenants type réunion, il y a des applications spécifiques. Là, l'exemple qui est affiché là, c'est une application qui s'appelle AVA, qui doit être téléchargée par l'ensemble des participants à une réunion, qui branche son portable, qui lance l'application, et là sont retranscrits en temps réel les échanges avec en plus l'identification de la personne qui parle, avec un code couleur. Voilà, c'est très efficace, sous réserve qu'on maîtrise l'écrit. Des questions sur les aides techniques? Non. Fanny Avenel a une question. Alors, on ne vous entend plus, on ne vous voit pas, Fanny. Donc, la question de Fanny portait sur comment on a accès au centre de relais. D'accord. Et Alexandra a une question aussi concernant les aides financières. Sur le centre relais, c'est une application. En fait, tous les opérateurs téléphoniques ont choisi une application d'une entreprise qui s'appelle Roger Voice pour faire le lien avec les interlocuteurs. Et voilà. Parce qu'on ne connaît pas tout par cœur, parce que ça évolue en plus de manière. C'est une application, en fait, c'est depuis la loi pour une république numérique en 2016 qui a instauré l'obligation pour les services publics et les entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires, je crois, d'assurer l'accessibilité de leurs services clients et aussi l'obligation pour les opérateurs téléphoniques de fournir pour l'instant, une heure de gratuité aux personnes sourdes. Je ne sais plus si… Oui, alors sur les aides financières, parce qu'on ne connaît pas bien,
par rapport au centre relais, donc il y a une heure de gratuité. Ensuite, il y a un forfait, il semblerait, aux alentours de 6 € par mois. Donc, pour un accès limité pour appeler vers des fixes, donc via la plateforme, via le centre relais, et de recevoir des appels. Donc là, on est limité, et donc, mais uniquement vers les fixes et les mobiles. Et ensuite, pour un forfait totalement illimité, c'est 30 € par mois à ce jour, mais qui peut être pris en charge, sous réserve d'en faire la demande et de constituer le dossier par la MDPH. Mais après, ça fonctionne que sur des créneaux horaires. C'est-à-dire Oui. que même quand on a pour l'instant, même si on avait un forfait illimité, on ne peut joindre par exemple un service public ou une entreprise privée que du lundi au vendredi, de telle heure. C'est déjà soumis aux horaires d'ouverture du service public ou de l'entreprise et également aux horaires du centre relais, puisque forcément, c'est de l'aide humaine. Donc, après, en 2026, ce sera 24/24. Mais par exemple, quelqu'un qui voudrait contacter en langue des signes, mais un membre de sa famille, un particulier par exemple, il ne peut le faire que du lundi au vendredi. Quand on est sourd, on ne peut toujours pas appeler sa famille un dimanche soir. Voilà, pour l'instant. Après, forcément, puisque les centres relais sont des entreprises pour l'instant qui ferment à des moments de la semaine. Michel Popinot de Pôle emploi qui nous signale que les agences Pôle emploi sont équipées de AVA. Ouais. Ah, de AVA. Avant, parce que c'était Axéo avant, et c'était devenu Rogers. Voilà, donc AVA, c'est ce qui est bon sur la retranscription, ce qui est très bien, mais on est encore du coup sur un public qui forcément maîtrise le français et la lecture. Alexandra aussi qui voudrait intervenir pour le département de la Manche. Oui, du coup, oui, j'en profite. En plus, vous venez de parler d'Axéo, donc c'est parfait. Le département de la Manche, là, depuis janvier, c'est doté de la solution Axéo. Et donc, ça permet en fait à tout manchois ou quelle que soit la personne en fait qui souhaite accéder à ses droits et de faire, donc comme vous l'avez dit, en centre relais, il y a le petit pictogramme d'Axéo qui apparaît. Et donc, la personne peut rentrer directement en contact avec un interprète, avec une personne qui signe, enfin il y a 3 modes de communication et donc ça permet en fait à la personne de pouvoir accéder directement à ses droits, d'échanger et puis d'avoir une accessibilité plus simple pour ses droits. Et il y a donc sur Axéo, en fait, sur chaque site qui ont cette solution, vous avez le symbole Axéo. Donc, et ça, normalement, en tout cas au niveau du département, c'est totalement gratuit pour la personne. Bien. Donc, sur les 3 modes de communication, on est sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense, oui, c'est la langue des signes, l'interprète. L'interprète, donc ensuite LPC, ce qu'on vous a présenté, et puis ensuite la retranscription écrite. Après, il y a aussi des entreprises qui choisissent de ne pas passer par le centre relais, mais d'avoir sur place des téléconseillers signants. Donc, souvent des personnes sourdes. Donc, après, ça c'est juste pour les personnes qui utilisent la langue des signes. Voilà. Enfin, c'est juste. C'est juste. C'est pour eux. Oui. Mais là, on en revient au raccourci traditionnel sur l'IT égale langue des signes. Mais, en fait, c'est bien d'avoir toute la palette que vous venez d'évoquer avec Axéo et qui permet une accessibilité totale, quel que soit le mode de communication. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. On continue avec les conseils pour communiquer au mieux. Donc, pour communiquer avec une personne sourde, il va falloir adopter certaines attitudes pour faciliter la communication. Donc, en premier lieu, pensez toujours à vous assurer que la personne vous regarde avant de commencer à parler. Parce que souvent on oublie ça, on interpelle une personne sourde qui est de dos, qui se retourne parce qu'elle est appareillée ou parce que en arrivant près d'elle, vous avez
fait un mouvement d'air, crée des vibrations et qu'elle va percevoir que vous lui parlez, va se retourner et on a tendance, quand on ne connaît pas la surdité, à continuer sa phrase. Or, la personne, tant qu'elle ne vous a pas regardé, la plupart du temps, n'a pas perçu ce qui était dit. Si elle est sourde profonde, là, c'est sûr, n'a pas perçu tant qu'elle n'a pas pu voir votre visage. Donc, il lui manque le début de la phrase. Et donc, il faut toujours s'assurer que la personne vous regarde, déjà. Donc, il faut l'interpeller, plusieurs possibilités pour l'interpeller, hein, faire de grands gestes, ce qui, pour nous, entendants, peut paraître... peut nous gêner parce que certaines personnes nous disent, moi, j'ose pas interpeller le collègue sourd en faisant des grands moulinets de bras parce que j'ai l'impression de le prendre pour un imbécile. Et si ça peut être mal perçu par les devenus sourds, quelquefois quand la surdité n'est pas acceptée, on va dire, je souhaiterais un peu de discrétion. Pour les sourds profonds ou les surdités prélinguales, ça passe bien. Ça passe bien en général. Au contraire. Voilà, plus vous faites de signes, plus vous êtes compréhensible. Éteindre, quand on entre dans une pièce où il y a une personne sourde, on peut, ce qui se fait assez souvent, c'est allumer et éteindre la lumière rapidement pour que la personne ne soit pas étonnée au moment où on arrive à sa hauteur dans la pièce, au moins elle sait que quelqu'un vient d'entrer. Faire ce qu'on appelle par ricochet, hein, c'est-à-dire interpeller une autre personne qui, elle, se trouve face à la personne sourde, qui va lui dire on t'appelle. Créer des vibrations, ça c'est important et on y pense peu quand on ne connaît pas la surdité, quand on n'évolue pas avec des personnes sourdes. Mais les personnes sourdes sont très sensibles aux vibrations et donc nous, on intervenait avec des gens en classe, très souvent, il nous suffisait, si on voulait interpeller la personne sourde, il nous suffisait de tapoter un peu sur la table pour que la personne sourde perçoive tout de suite la vibration. Ou alors, quand on est debout aussi dans une même pièce, taper du pied. Il y a une analyse des autres sens analysent beaucoup plus que nous. D'ailleurs, on dit souvent que les sourds profonds vous disent « j'ai des yeux en or ». Alors, ce n'est pas forcément qu'ils voient mieux que nous, mais c'est qu'ils analysent tout ce qui passe dans leur champ visuel, alors que nous, on se repose exclusivement sur l'audition, hein, même quand on est en cours, par exemple. Voilà, on peut regarder ailleurs, lire quelque chose, tout en écoutant l'interlocuteur. Les sourds analysent tout ce qui passe dans leur espace visuel et aussi tout ce qui passe par le sensitif, les vibrations notamment. Et puis, tapoter sur l'épaule, sur le bras. Les personnes sourdes ne s'offusqueront pas si on vient entrer un peu dans leur zone intime. Ouais, non. Ce que nous, on peut avoir du mal à faire quand on n'est pas habitué, mais c'est bien pour interpeller la personne. Il vaut mieux ça que de commencer à parler et qu'elle ne perçoive pas le début de la phrase. Parce que des moments, ce qu'on dit est quand même le plus important, quelquefois, est dit au début de la phrase, et ça change considérablement le sens quand on n'a que la moitié. Donc, veillez à ce que vos lèvres soient visibles. Donc, en ce moment, très compliqué pour les sourds, hein, le masque. Nous, on a des masques transparents, mais ce n'est pas le cas de la majeure partie des gens. Donc, là, les sourds sont en difficulté. Les sourds qui lisent sur les lèvres et même les personnes qui ont une surdité légère ou moyenne, qui s'appuient sur l'audition beaucoup aussi, vont être en difficulté, parce que quand on a un masque, de toute façon, non seulement on ne voit pas nos lèvres, mais en plus le son est quand même de moins bonne qualité. Donc c'est une période très difficile pour les sourds, qui sont déjà coupés de toute communication, mais là... Donc, ne pas parler évidemment de dos. Alors, normalement, l'idéal, pas avec un masque, mais on peut difficilement faire autrement. Il faut juste le savoir, quoi, que ça va être compliqué pour la personne sourde de vous suivre. Pas en tournant la tête, en étant à la bonne hauteur, c'est-à-dire en face, vraiment. C'est quelque chose c'est une chose à laquelle on pense moins, c'est des fois de parler à quelqu'un tout en ayant un peu
la tête baissée, où on est accroupi, on cherche un truc dans son sac, on continue à parler à la personne sourde et elle ne comprend plus rien parce que si elle n'est pas exactement en face des lèvres, on a vu combien c'était difficile de lire sur les lèvres. S'il n'y a pas des conditions optimales, c'est impossible. Être évidemment pas dans l'obscurité, ça on y pense. Ce qu'on pense moins à faire, c'est de ne pas se mettre à contre-jour, de ne pas être devant une fenêtre par exemple, parce que ça va être très difficile de lire sur les lèvres. On s'en rend vite compte quand on le fait, quand on oublie, parce que les sourds ils vous déplacent quoi. Juste devant le petit bout de mur où il n'y a plus de fenêtre. Quoi. Ouais, parce que là, quand vous êtes à contre-jour, comme ça, il y a une espèce d'aura lumineuse autour de vous qui fait que c'est éblouissant et puis en plus, du coup, le visage se retrouve complètement dans la pénombre. Et lecture labiale impossible. Donc, ne pas manger. Alors là, comme elle le fait, sandwich, ne pas fumer. Quand on a une cigarette dans la bouche, on essaie de tenir sa cigarette et du coup, on n'articule pas du tout. Ce qu'on fait très fréquemment dans le milieu professionnel, c'est de parler avec un crayon dans la bouche, pas mâcher un chewing-gum, ne pas cacher son visage derrière un écran d'ordi, ça c'est très fréquent aussi. Les personnes qui ont un collègue sourd et qui parlent derrière leur ordi, il faut penser à faire en sorte que son visage soit en dehors de l'écran. C'est quelque chose qu'on fait très souvent, c'est parler avec la main devant la bouche aussi. Toujours veiller à ce que le visage soit complètement visible. Et puis là, un petit mot pour Laurent. Les moustaches, la barbe et autres sont des freins à une lecture labiale aisée. Je sais que j'ai tout faux. Voilà. Parce qu'en plus, j'ai tout le temps un crayon dans la bouche. En plus, tu cumules. Mais ce qui explique aussi que, voilà, en fonction de l'interlocuteur, la personne qui s'appuie sur la lecture labiale aura plus ou moins d'aisance à comprendre ce qui se dit. Et ce n'est pas parce qu'elle aura quelque chose contre l'interlocuteur, c'est qu'on a chacun notre façon de parler, chacun notre façon d'articuler. On peut avoir une bouche plutôt grande et pulpeuse ou toute fine et qui bouge peu. Si à ça se rajoute une grosse moustache qui tombe, voilà, donc c'est autant d'éléments qui font qu'on est plus ou moins bien compris de la personne qui s'appuie sur la lecture labiale. Et puis, sachant que l'habitude fait qu'en général, la compréhension s'améliore au fil du temps. Ceci dit, quand j'accompagnais Julien, je veillais toujours à raccourcir ma moustache avant les entretiens pour tenir compte. Le barbier. Alors, parler clairement et distinctement. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on insiste un peu parce que souvent, il y a des gens plein de bonne volonté vont surarticuler pour espérer être mieux compris de la personne qui est en difficulté. Et alors que c'est complètement contre-productif parce que quand on surarticule, on a plutôt l'air un peu en colère et du coup, les syllabes ne sont pas prononcées comme elles doivent l'être et deviennent encore moins compréhensibles. Donc voilà, il faut parler de manière… ne pas parler lentement non plus, parce que si c'est trop lent, en fait, la suppléance mentale qu'on vous a présentée tout à l'heure, associée à la lecture labiale, elle se met en place sur une phrase complète par rapport à un contexte, par rapport à un échange. Voilà, on ne va pas décoder du mot à mot, puisqu'il faut avoir peut-être la fin de la phrase pour savoir de quoi on parle, ou pour être sûr qu'on parle bien de ça, et du coup aller rechercher dans le bon champ lexical les éléments, le mot qui doit être constitué. Donc, il faut parler pas trop vite, juste peut-être un tout petit peu plus calmement que d'habitude, et en articulant bien, mais surtout pas en surarticulant. Surtout pas, veillez à ne pas parler en même temps. Jamais. Jamais, puisque déjà, du coup, là, le signal auditif, il n'est pas…
peut pas discriminer l'un de l'autre. Et puis en plus, la personne doit faire un choix, savoir qui je regarde, pour savoir sur quel mouvement de la bouche m'appuyer. Donc toujours veiller à se signaler avant de prendre la parole et à attendre que l'interlocuteur précédent ait terminé avant de se signaler et de prendre le relais. On en a déjà parlé là, c'est ne pas articuler, ne pas découper, ne pas trop articuler, de façon exagérée, ne pas découper les mots tels que la personne le fait. Ben, tu comprends. Des fois, les personnes ont tendance à faire ça, et à ce que disait Stéphanie tout à l'heure, c'est-à-dire à couper, à ne pas faire une phrase entière et à dire un mot à la personne sourde, attendre de voir s'il est compris et en dire un autre, puis en dire un autre, mais ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une intonation, un rythme à peu près normal, même si on ralentit le débit, pour que la personne puisse faire des hypothèses sur ce qui est dit. Et puis, par rapport à la première image aussi, de crier ne sert à rien. Déjà, ça peut être ressenti comme une agression par les personnes sourdes qui vont s'appuyer sur tous les éléments visuels, toutes les informations visuelles qu'ils pourraient avoir. Et donc, si le message n'est pas compris, mais qu'il y a juste cet état de colère qui peut apparaître comme de la colère, ça peut être perçu comme de la colère. Et à parler plus fort, ça ne sert souvent pas à grand-chose, parce que soit la personne a une surdité très importante et ça ne sert à rien de parler plus fort, soit même si elle fonctionne avec l'audition, en fait, les appareils, même s'ils peuvent être réglés, ne sont pas toujours réglés finement et peuvent augmenter pas tout de la même manière, mais c'est un peu comme si quand on écoute une radio et qu'on est entre deux fréquences, qu'il y a une mauvaise réception, on ne comprend rien, on aura beau mettre le son plus fort, on ne comprendra toujours pas ce qui se dit si la réception est mauvaise. Ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, quand plusieurs personnes parlent en même temps. Voilà, c'est toujours le point de base, c'est se signaler et attendre que la personne nous regarde pour parler. Donc, c'est particulièrement vrai dans l'environnement de travail, en réunion. Respecter les tours de parole. Voilà, c'est quand vous avez fini et que vous voyez que quelqu'un d'autre va prendre la parole et qu'elle ne s'est peut-être pas signalée, va vous-même pointer la personne qui va prendre la parole pour que la personne qui a besoin de suivre sur les lèvres puisse tout de suite raccrocher la bonne image. Et puis s'organiser aussi dans l'espace de manière à ce que chacun soit visible, donc, se placer en U par exemple. Et puis très important, on évoquait tout à l'heure le fait que la suppléance mentale donc se faisait par rapport à la connaissance de la langue, mais aussi beaucoup, mais très important, c'est la connaissance du contexte. C'est-à-dire que tout à l'heure, boîte à mentalo, mets ton pantalon, le contexte faisait qu'on pouvait arriver à comprendre ce qui se disait. Là, c'est pareil, en fonction du sujet qui est évoqué, la personne qui a recours à la suppléance mentale va aller chercher dans un registre particulier. Donc, si on passe du coq à l'âne, tout d'un coup, je ne sais pas si on passe de la politique au jardinage, sans avoir prévenu, la personne va continuer à chercher dans un registre particulier, et là où elle va être complètement perdue, où elle va comprendre des choses. Va faire de mauvaises interprétations. Hypothèses. Un autre exemple pour illustrer ça, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2006, la Coupe du Monde de foot, où Zinedine Zidane, dont c'était le dernier match de sa carrière. Donc, lors de ce match, Zinedine Zidane met un coup de tête à Materazzi, joueur italien, qui lui avait dit quelque chose qui ne lui a pas plu. Et donc, après, ça a été qu'est-ce que cette personne a bien pu lui dire pour que Zidane, le dernier match de sa carrière, le termine de cette façon. Donc, on a fait venir des sourds italiens, ça a été une multitude de sourds italiens sur les plateaux de télévision pour savoir qu'est-ce qui avait bien pu être dit pour amener Zidane à faire ce geste. Et donc là, c'était quelques mots
Mais c'était les sourds italiens ont trouvé la réponse assez vite, puisqu'ils cherchaient dans un certain registre, dans un certain domaine, c'est-à-dire qu'on se doutait bien que l'autre lui avait pas dit quelque chose d'agréable. Ouais, il n'a pas proposé d'être pour un verre. Après, il ne lui avait pas proposé une petite sortie après le match. Et donc, là, ça avait marché, quoi. Donc, c'est important d'avoir, pour illustrer que c'est important d'avoir le sujet de conversation pour pouvoir deviner. Et on a Eric Angot qui pose la question du tutoiement préféré au vouvoiement. Est-ce que c'est plus facile? Alors là, on est encore sur la maîtrise et de la langue et des codes sociaux. Si c'est sur un devenu sourd, non, pas de tu. Enfin, pas de préférence en tout cas. Mais sur une personne qui a une surdité acquise avant l'acquisition de la langue et qui du coup ne maîtrise pas forcément déjà la subtilité du tu et du vous et les codes sociaux, oui, souvent le tu, en tout cas, le tu est utilisé de manière plus courante. En fait, bonjour mesdames, ça fait plaisir de vous voir. Ouais, bonjour monsieur. Parce que c'est vrai que quand on fait appel à une interface ou une interprète, très souvent, quasiment tout le temps, c'est du tutoiement. Ouais, mais là, c'est vrai qu'on est vraiment avec la population qu'on vient d'identifier, effectivement. Et d'ailleurs, ça, c'est pour rebondir sur ce que tu dis et pour illustrer le fait que les codes sociaux ne sont pas forcément maîtrisés. Voilà, toi, tu fais cette remarque et du coup, c'est quelque chose que tu as remarqué et que tu mets en œuvre. Mais ça peut parfois être choquant dans le monde de l'entreprise ou des sourds qui ont cette maîtrise toute relative des codes sociaux vont être directement sur le tu et ça fait partie aussi de l'accompagnement qu'on peut avoir que d'expliquer à l'environnement dans lequel va évoluer le sourd que il ne faut pas s'offusquer, que c'est pas un manque de respect, mais que c'est effectivement des subtilités qui sont pas maîtrisées, au même titre que la langue de bois n'est pas utilisée pour ce même type de population. C'est direct, les choses sont dites de manière directe et sans artifice et sans peur de froisser parfois. Oui. Tout à fait. Sur l'utilisation du visuel, alors sur le visuel, donc le visuel gestuel déjà, c'est-à-dire que tout votre corps parle. Vous voyez le petit bonhomme qui dit bienvenue, c'est le sourire, les bras ouverts. Voilà. Donc c'est un peu caricatural, mais ça illustre bien le propos. Il faut qu'il y ait une congruence du message, que tout votre corps et votre attitude aillent dans le sens du message que vous voulez faire passer. Pour les personnes qui maîtrisent, vous pouvez écrire des choses, mais pour celles qui ne maîtrisent pas l'écrit, vous pouvez aussi dessiner des choses, ce qui va pouvoir grandement faciliter la communication. Il y a même beaucoup de sourds qui, quand on les accompagnait en emploi, avaient tout le temps dans leur poche un petit calepin avec un petit crayon pour pouvoir dessiner des choses ou écrire des choses et faciliter la communication. Donc le dessin, vous voyez, les pictogrammes par exemple, sont des choses qui sont aussi qui aident à faire passer les messages qu'on veut transmettre. Éviter les lieux bruyants. Alors ça peut parfois surprendre, mais les lieux bruyants, alors déjà pour les sourds, les personnes déficientes auditives appareillées, les appareils amplifient tous les sons, même si effectivement aujourd'hui les réglages font que dans un environnement bruyant, les sons parasites vont être moins amplifiés que les fréquences qui sont relatives à la voix. Donc, il y aura de toute façon une amplification des sons parasites. Pour les sourds qui n'ont pas forcément d'appareillage ou pas de reste auditif, les lieux bruyants sont souvent des lieux où il y a du passage, du mouvement, ou en tout cas une activité qui du coup va les perturber, puisque comme on l'a évoqué, ils sont dans l'analyse constante de leur environnement visuel et sensitif. Donc si ça bouge autour d'eux, si les lumières changent, si les gens passent, s'il y a de l'activité, ça va entraver la concentration et la communication. Et puis, faire des phrases courtes avec un vocabulaire simple. Voilà. Alors, pas simpliste, pas forcément moi, parler entre guillemets
on aurait pu appeler petit nègre, hein, mais c'est faire des phrases simples, éviter les subordonnés, le vocabulaire très spécifique, les acronymes, et puis répéter, mais pas répéter, inutile de répéter une même phrase 4 ou 5 fois. Si elle n'est pas comprise, c'est peut-être qu'il y a des mots qui ne sont pas connus, tout simplement. Chercher un synonyme, voilà, utiliser sujet verbe complément quand on est, ou même quand on s'adresse à une personne sourde par écrit. Alors une personne qui maîtrise mal la langue française, il faut vraiment aller à l'essentiel et faire des phrases très courtes. Souvent aussi, on a du mal à le faire, on s'en rend compte. Hein. On dit, oh, ben non, je ne vais pas prendre pour un imbécile. Non, mais voilà. Non, au contraire, c'est peut-être c'est respecter, puisque c'est permettre de comprendre. Donc, voilà, essayez au maximum d'aller à la simplicité. Sans pour autant oui. Réduire l'exposition. Enfin, c'est-à-dire que les sourds se plaignent souvent de on a une réunion, on a un entretien avec pendant 1 heure, et puis après, moi, j'ai mon collègue qui m'explique ce qui s'est dit en deux phrases. Quoi, ouais. Donc, quand on dit qu'il faut faire des phrases courtes, il vaut mieux découper ces phrases en plusieurs morceaux, en faire plusieurs phrases, que de faire une phrase longue, mais il faut aussi veiller à ne pas couper la personne sourde de toute communication. Il faut jongler entre tout ça, quoi. Et oui, souvenez-vous, vos mains, votre visage, vos gestes, tout votre corps parle. Il faut qu'il y ait ce que tu disais tout à l'heure, une adéquation entre votre visage, ce que vous dégagez et ce que vous dites. Sinon, on peut arriver à des quiproquos, les sourds s'appuyant grandement sur les informations visuelles qu'ils peuvent avoir. Ça peut être compliqué. Je crois qu'il faites intervenir un professionnel en cas de besoin. Et le professionnel adapté. Pas systématiquement un interprète en langue des signes pour un devenu sourd, par exemple. Sachant qu'il y a effectivement d'autres professionnels qui peuvent assurer d'autres modes d'accessibilité. Est-ce que vous avez des questions? Donc là, on vous met nos coordonnées si vous souhaitez. Je mets. Si vous souhaitez nous contacter. On peut répondre à quelques questions si on a encore du temps, Laurent, je ne sais pas. J'ai pas de questions sur le chat. Je crois que les échanges se sont faits naturellement au fil de l'eau. On a déjà débordé d'un bon quart d'heure par rapport à ce qui était prévu. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je veux juste revenir sur 2 éléments. Le premier, c'est qu'on est bien là sur un premier niveau d'information et que l'objectif, ça va être de pouvoir monter des formations croisées où tous les publics qu'on a eus aujourd'hui, éducation nationale, service public de l'emploi, structure d'insertion par l'activité économique et établissements médico-sociaux pourront être formés ensemble sur la surdité à un niveau bien au-delà de ce que vous avez pu proposer aujourd'hui. Donc ça, c'était la première chose. La seconde, ça va être que la vidéo, puisqu'il y a eu captation des échanges d'aujourd'hui, la vidéo sera mise en ligne dans la quinzaine qui vient sur le site du dispositif Transition et du centre ressources. Et un dernier merci auprès de la bataille pour nous avoir accueillis aujourd'hui. C'était une première pour nous, puisque là, moi, je suis au Havre, vous êtes à Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà. Ouais. Et enfin, merci à vous et les intervenantes, bien sûr, pour la qualité de ce que vous avez produit. Merci de votre écoute. Merci de votre écoute. C'est un plaisir de partager un peu notre expérience avec vous. Donc, je vous propose que nous clôturions là-dessus. On a énormément de remerciements sur le chat et ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. À bientôt peut-être. Bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.